En France, 750 000 personnes âgées entrent chaque année en maison de retraite, la plupart contre leur gré. Mais certaines personnes vivent comme des rois dans leur propre maison, même à 90 ans. Ces personnes partagent 12 caractéristiques communes. Et si vous commencez à apprendre ces caractéristiques après 50 ans, vous ne dépendrez jamais de personne. Bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets que j'ai collectés aux 4 coins de la France auprès de personnes qui maintiennent leur indépendance dans la vieillesse. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui sont déjà âgés. Elle s'adresse à tous ceux qui ont la quarantaine, la cinquantaine et qui ne veulent pas devenir un fardeau pour leur famille dans le futur. Laissez-moi vous donner une statistique choquante. En France, 60% de la population de plus de 85 ans a besoin d'aide pour les activités quotidiennes, de la toilette à la cuisine, des courses au ménage. Mais 40% vivent encore de manière totalement indépendante. Alors qu'est-ce qui distingue ces 40% des autres? La génétique? La chance? Ou existe-t-il un système particulier? Ces 6 derniers mois, j'ai rencontré 147 personnes de plus de 80 ans vivant encore seules chez elles, dans différentes villes de France. De Lyon à Marseille, de Nice à Bordeaux. Et ce que j'ai découvert m'a choqué. 89% de ces personnes suivaient les mêmes 12 règles. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'était la formule scientifique pour maintenir l'indépendance dans la vieillesse. Laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé cette découverte. En avril dernier, j'étais à Lyon. J'ai rencontré Monsieur Pierre, 89 ans. J'ai appris qu'il se levait à 7 heures du matin, préparait son propre petit déjeuner et s'occupait de son jardin 2 heures par jour. Quand je lui ai demandé le secret de son énergie, il m'a donné une réponse étrange. Je n'ai jamais rompu les 12 règles que j'ai apprises dans ma jeunesse. Au début, cela semblait une réponse simple. Mais quand j'ai commencé à observer la routine quotidienne de Pierre, j'ai réalisé qu'il y avait un système profond derrière chacun de ses gestes. La première règle de Pierre. Lève-toi à la même heure chaque matin, mais tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses. Qu'est-ce que cela signifie? Pierre se lève à 7 heures chaque matin. Mais un jour, il ouvre la fenêtre et fait des exercices de respiration, un jour des étirements légers, un jour il s'occupe d'arroser les fleurs de son balcon. Que dit la science à ce sujet? 1 heure de réveil fixe régule le rythme circadien. Mais la variété dans l'activité préserve la neuroplasticité du cerveau. Madame Claire, 84 ans, que j'ai rencontrée à Nice, applique le même système. Sois flexible dans ta routine, discipliné dans tes horaires, dit-elle. Que pouvez-vous faire? À partir d'aujourd'hui, fixez 1 heure de réveil. Levez-vous à 7 heures chaque jour, mais variez votre activité matinale selon votre état quotidien. La deuxième règle, c'est la règle au moins 2000 pas par jour de Pierre. Ne va pas à la salle de sport, dit-il, bouge simplement. Jean-Claude, 91 ans, que j'ai rencontré à Bordeaux, applique cette règle différemment. Il fait ses 2000 pas même à l'intérieur de sa maison. De la cuisine au salon, du salon à la salle de bain. Pourquoi 2000 pas? Les recherches ne montrent que chez les personnes âgées qui descendent en dessous de 2000 pas par jour, la perte musculaire s'accélère et les problèmes d'équilibre commencent matin. Mais attention, ces personnes ne font pas du sport par force. Elles intègrent le mouvement dans leur vie. François, 85 ans, à Marseille, m'a dit « Il faut pouvoir utiliser l'ascenseur,
mais il faut aussi pouvoir monter les escaliers. Comment pouvez-vous l'appliquer? Ajoutez du mouvement à vos activités quotidiennes. Marchez en téléphonant, levez-vous pendant les publicités télé, garez-vous loin et marchez pour faire vos courses. Troisième règle, stimule ton cerveau chaque jour, mais ne l'épuise pas. Pierre, à Lyon, fait des sudoku chaque matin, mais seulement 15 minutes. Plus fatigue, moins ne sert à rien, dit-il. Madame Dubois, 87 ans, que j'ai rencontrée à Toulouse, applique une méthode différente. Chaque jour, elle appelle un membre de la famille et essaie de se souvenir des détails de la vie de cette personne. Qui fait quel travail? Comment vont les enfants? Leur état de santé? Pourquoi est-ce important? Le cerveau s'affaiblit comme un muscle quand il n'est pas utilisé. Mais quand il est trop sollicité, il libère aussi des hormones de stress. Le professeur Antoine, 83 ans, à Nice, m'a expliqué que l'exercice cérébral devait être exactement comme l'entraînement physique. Ce n'est pas soulever lourd qui compte, c'est la répétition régulière. Comment pouvez-vous commencer? 15 minutes d'exercice mental par jour, sudoku, jeu de mots, lecture, même essayer une nouvelle recette suffit. Quatrième règle. Parle à d'autres personnes au moins 3 fois par semaine. Cela peut sembler très simple, mais l'isolement des personnes âgées est un gros problème en France. Cette situation s'est encore aggravée après le Covid-19. Marcel, 86 ans, que j'ai rencontré à Montpellier, applique cette règle de manière très systématique. Le lundi, il rend visite à sa voisine, Madame Martin. Le mercredi, il discute chez l'épicier du quartier. Le samedi, il téléphone à un ancien collègue. La solitude est aussi dangereuse qu'une maladie physique, dit Marcel. Et la science le soutient. L'isolement social augmente le risque de démence de 50%, le risque de maladie cardiaque de 30%. Madame Rousseau, 88 ans, à Dijon, applique une approche différente. Au marché local, elle fait toujours ses courses aux mêmes étals. Les vendeurs me connaissent, je les connais. C'est aussi du lien social. Que pouvez-vous faire? Planifiez vos liens sociaux. Rendez-les routiniers. Créez un groupe WhatsApp. Planifiez des appels téléphoniques hebdomadaires. Participez aux activités du quartier. Cinquième règle. Peu mais souvent, simple mais de qualité. Madame Leclerc, 90 ans, en Provence, mange 4 repas par jour. Mais les portions sont petites. Je sais que mon estomac a vieilli, j'agis en conséquence. Le point commun de ces personnes, elles ne mangent pas de malbouffe, mais ne se punissent pas non plus. La règle alimentaire de Pierre à Lyon, 70% de plats traditionnels français, 20% légumes fruits, 10% plats plaisir. Je n'interdis pas le chocolat, je contrôle juste la quantité. Le chef Robert, 85 ans, retraité que j'ai rencontré à Cannes, m'a donné une formule pratique. La moitié de ton assiette en légumes, un quart en protéines, un quart en glucides, et au moins 3 couleurs différentes à chaque repas. Pourquoi est-ce si important? Dans la vieillesse, le métabolisme ralentit, la digestion devient difficile, mais l'absorption des nutriments diminue aussi. Donc le contrôle de la qualité et de la quantité est essentiel. Comment pouvez-vous l'appliquer? Petits repas fréquents, au lieu de grandes portions. Privilégiez les aliments non transformés. Et surtout, régularisez vos heures de repas. Sixième règle, que chaque chose ait sa place, mais ne cherche pas la perfection. Monsieur Henri, 84 ans, que j'ai rencontré à Strasbourg, connaît la place de chaque objet dans sa maison. Mais sa maison n'est pas stérile comme un musée. L'ordre signifie indépendance,
dit Henri. Je ne dois pas chercher mes lunettes. Je ne dois pas vivre l'angoisse de ne pas trouver mes médicaments. Le point commun de ces personnes, elles ont organisé leurs affaires de manière adaptée au vieillissement. Madame Petit, 87 ans, à Nantes, m'a expliqué les 3 règles de l'organisation domestique. 1. Les objets fréquemment utilisés à hauteur des yeux 2. Les objets lourds en bas 3. Les objets d'urgence dans chaque pièce. Bougie, lampe de poche, téléphone. Jacques, 89 ans, à Lille, est allé plus loin. Il a placé de petites notes dans chaque coin de sa maison. Vérifier la cuisinière. Fermer la porte à clé. Prendre ses médicaments. Que pouvez-vous faire? Organisez votre maison pour votre futur vous. Rampe d'escalier, barre d'appui dans la salle de bain, bon éclairage. Ce ne sont pas du luxe, c'est un investissement pour l'indépendance. 7e règle. Contrôle ton argent, mais ne laisse pas l'argent te contrôler. Madame Durand, 86 ans, comptable retraitée que j'ai rencontrée à Rennes, contrôle sa situation financière chaque semaine. Je ne veux pas de surprise financière dans la vieillesse. Le point commun de ces personnes, elles suivent étroitement l'équilibre revenu-dépenses, mais ne font pas d'avarice. Monsieur Blanc, 88 ans, à Tours, applique la règle 50-30-20. 50% besoins essentiels, nourriture, factures, médicaments. 30% qualité de vie, activités sociales, loisirs. 20% fonds d'urgence. Madame Moreau, 85 ans, à Grenoble, a une approche différente. Je ne vis pas pour économiser de l'argent, j'économise pour vivre. Pourquoi la sécurité financière est-elle critique? Dans la vieillesse, les revenus se stabilisent, mais les dépenses de santé augmentent. Le stress financier affecte directement la santé mentale. Comment pouvez-vous vous préparer? Calculez dès maintenant votre budget vieillesse. Créez un fonds d'urgence. Et surtout, commencez à être transparent avec votre famille sur les questions financières. 8e règle. Va chez le médecin, mais n'essaie pas d'être médecin. Monsieur Dubois, 91 ans, à Angers, tient un calendrier de santé. Heures de médicaments, rendez-vous médicaux, routine d'exercice. Tout est écrit. Dans la vieillesse, la mémoire n'est pas fiable, le système est fiable, dit-il. Le point commun de ces personnes, elles prennent leur santé au sérieux, mais ne deviennent pas hypocondriaques. Madame Laurent, 84 ans, à Metz, a développé un système de rapport de santé hebdomadaire. Chaque fin de semaine, elle se pose 5 questions. 1. Comment était mon niveau d'énergie cette semaine? 2. Comment était la qualité de mon sommeil? 3e. Comment était mon appétit? 4e. Comment était mon moral? 5. Ai-je eu un inconfort physique? Le docteur Rousseau, 89 ans, médecin retraité à Orléans, m'a dit « Le meilleur médecin, c'est le patient qui connaît son propre corps. » Comment pouvez-vous commencer? Commencez à tenir un journal de santé. Organisez vos médicaments. Et prenez les changements au sérieux, mais ne paniquez pas. 9e règle. Apprends quelque chose de nouveau chaque mois. Madame Girard, 87 ans, à Avignon, a commencé à apprendre l'anglais à 80 ans. Maintenant, elle regarde des séries en anglais sur Netflix. Le cerveau est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'affaiblit, dit-elle. Le professeur Martin, 85 ans, à Pau, s'est lancé dans la photographie après sa retraite. J'ai dû apprendre les appareils photo numériques, mais maintenant c'est moi qui aide mes petits-enfants sur les questions techniques. Pourquoi est-ce important? L'apprentissage préserve la plasticité cérébrale. Nouvelle information signifie nouvelle connexion neurale. Madame Fabre,
86 ans, à Perpignan, applique une méthode différente. Chaque mois, elle regarde un documentaire et fait des recherches sur ce sujet. Le mois dernier, c'était sur les abeilles. Ce mois, c'est sur l'espace. Que pouvez-vous faire? Commencez par de petits pas. Ouvrez une chaîne YouTube, essayez une nouvelle recette, découvrez un genre musical différent. L'important n'est pas les grands projets, mais l'apprentissage régulier. 10e règle. Aie une routine, mais ne sois pas esclave de ta routine. Monsieur Le Gall, 88 ans, à Brest, planifie son programme chaque semaine. Mais il a un jour surprise dans son programme. Lundi, c'est mon jour de ménage. Mardi, mon jour de course. Mais vendredi, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce jour-là, je me surprends moi-même. Madame Dubois, 85 ans, à Caen, a une approche différente. Je respecte ma routine matinale, mais je planifie mon après-midi selon mon humeur du jour. Pourquoi la routine est-elle importante? Dans la vieillesse, prendre des décisions devient fatigant. Les routines permettent d'économiser l'énergie mentale. Mais pourquoi la flexibilité est-elle nécessaire? Les routines rigides peuvent conduire à l'isolement social et diminuer la qualité de vie. Monsieur Petit, 89 ans, à Reims, maintient cet équilibre avec la règle 80-20-10-20. 80% de sa journée est planifiée, 20% spontanée. 11e règle. Apprends à aider, apprends aussi à recevoir de l'aide. Madame Rousseau, 84 ans, à Besançon, a créé un réseau de confiance avec 3 voisins de son quartier. Ils s'appellent en cas d'urgence, vérifient leur état chaque semaine. L'indépendance ne signifie pas solitude, dit-elle. Monsieur Boyer, 87 ans, à Saint-Étienne, a mis en place un système différent. Quand il va chercher ses médicaments à la pharmacie locale, il discute avec le pharmacien. Si le pharmacien ne le voit plus, il l'appelle. Le point commun de ces personnes, elles n'ont pas honte de recevoir de l'aide, mais continuent aussi à aider. Madame Martin, 86 ans, à Clermont-Ferrand, aide les jeunes du quartier sur les questions technologiques et eux l'aident pour les tâches physiques. Pourquoi le réseau de confiance est-il critique? Il sauve des vies en cas d'urgence. Mais plus important encore, il crée un sentiment d'appartenance et protège la santé mentale. Comment pouvez-vous le créer? Faites connaissance avec vos voisins. Mettez en place un système d'aide mutuelle et identifiez vos sources de soutien professionnel, médecins, pharmaciens, électriciens, plombiers. 12e et dernière règle, planifie l'avenir, mais vis le présent. Madame Leclerc, 89 ans, à Limoges, a fait son plan de vieillesse à 65 ans. Quelle décision prendre dans quelle situation? Comment gérer sa situation financière? Que faire en cas de problème de santé? Planifier donne un sentiment de contrôle, mais je ne suis pas esclave de mon plan. Monsieur Durand, 85 ans, à Poitiers, met à jour son plan tous les 5 ans. Mon plan à 80 ans était différent de mes besoins à 85 ans. Le point commun de ces personnes, elles pensent à l'avenir, mais ne vivent pas dans le passé, et ne ratent pas le présent par anxiété du futur. Le professeur Dubois, 87 ans, à Amiens, m'a expliqué les 3 phases de planification de la vieillesse. 1. Planification financière, 65 à 75 ans. 2. Planification santé, 75 à 85 ans. 3. Planification soins, 85 ans et plus. Comment pouvez-vous commencer? À partir d'aujourd'hui, créez votre dossier vieillesse. Écrivez votre situation financière, vos préférences de santé, vos plans d'urgence.
et partagez-les avec votre famille. Voici les 12 règles d'or que j'ai collectées aux 4 coins de la France. Les personnes qui appliquent ces règles vivent de manière indépendante chez elles, même à 90 ans. Mais attention, n'essayez pas d'appliquer toutes ces règles d'un coup. Prenez une règle par semaine, intégrez-la dans votre vie. Première semaine, organisez votre rituel matinal. Deuxième semaine, déterminez votre dose de mouvement quotidien. Troisième semaine, commencez votre exercice mental. En 12 semaines, votre vie va complètement changer. Je termine avec les derniers mots de Monsieur Le Gall, 88 ans, à Brest. La vieillesse est un cadeau, mais il faut savoir déballer ce cadeau. Les 12 règles que j'ai expliquées dans cette vidéo sont la clé pour déballer ce cadeau. Maintenant, je vous demande, par quelles règles allez-vous commencer parmi ces 12? Écrivez-moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la vieillesse n'est pas une maladie, c'est un art. Il n'est jamais trop tard pour apprendre cet art. Si vous pensez que ma vidéo a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur la vieillesse, abonnez-vous à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai en détail les routines quotidiennes de ceux qui appliquent ces 12 règles. À bientôt dans cette vidéo. Prenez soin de vous.